Bonsoir à tous, bonsoir Eric. Bonsoir Bernard. Merci, merci à tous les téléspectateurs qui vont être là ce soir. On a des invités de marque ce soir, puisque dans la première partie, tu as invité Alexis Poulain, c'est ça, Eric? Absolument. Voilà, et dans la deuxième partie, on a invité des résistants, notamment une magnifique résistante qui s'appelle TEJAS, qui est une organisation internationale qui s'appelle ISOFIA. Je vous propose vraiment de rester jusqu'à la fin parce que elle a quelque chose à nous dire, quelque chose qui fait que aussi nous participons, nous allons soutenir cette solution. Il y aura également un résistant allemand, on a un problème de connexion avec lui, mais on va essayer, et puis également un résistant grec. Donc il faut que vous sachiez que ces activistes résistants dans toute l'Europe sont là, soutiennent bien sûr nos actions, et de ce fait, nous soutenons également leurs actions. Mais tout de suite, nous allons donner la parole à Alexis Poulain, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Alexis, je te laisse la parole, c'est toi qui l'as invité. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors, on s'était déjà vu ensemble sur TABDP il y a quelques mois, et je me suis dit qu'avec la rentrée sur les chapeaux de roue qu'ils sont en train de nous faire, ça allait être intéressant de reparler ensemble. L'actualité depuis quelques jours est foisonnante, notamment le projet sur le numérique pour généraliser le contrôle, l'affaire du rectorat et la maltraitance institutionnelle. Je pense on a beaucoup de choses à évoquer, et on va essayer de les prendre plutôt sur le côté qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire essayer d'échapper à ce qu'ils souhaitent nous imposer, à la dictature numérique et totalitaire qu'ils souhaitent nous imposer. Donc, je pense qu'on peut partir sur le numérique, à moins que tu ne veuilles démarrer sur cette terrible histoire du rectorat. Non, je pense que c'est important de parler du numérique parce que clairement, ça fait partie des sujets qui sont invisibilisés par les mainstream, très peu traités ou alors traités de manière enfantine, on va dire, ou simplifiée. En ce moment, débat au Parlement sur l'anonymat sur les réseaux sociaux. Et la minorité présidentielle veut faire passer plusieurs amendements. Alors d'abord sur l'interdiction des VPN sur les réseaux sociaux, dans certains cas. Alors ils sont revenus sur ces amendements. Et puis l'idée, ce serait de lier en fait vos comptes pseudonymes et non pas anonymes sur les réseaux sociaux avec votre identité numérique en ligne. France Identité Numérique, c'est le projet mis en place par le gouvernement. L'idée, c'est qu'à horizon 2030, tous les Français soient contraints, forcés ou heureux d'avoir une carte d'identité numérique et un permis de conduire numérique qui sera du coup leur passeport pour tous les points d'accès en ligne, que ce soit le site des impôts, de la CAF, mais aussi les réseaux sociaux et pourquoi pas l'accès à certains sites Internet ou à Internet tout simplement. Paul Midi, qui est un ancien consultant de McKinsey, qui est député de Renaissance, est très fier de cette loi. Il explique que France Identité Numérique, c'est très sûr et que lorsque vous ouvrez un compte Facebook, eh bien, vous avez un pseudonyme, ce que vous voulez, mais vous montrez que vous êtes une vraie personne en liant ce compte sous pseudonyme à votre réelle identité. Et qu'ensuite, Facebook n'a pas accès aux messages que vous passez, il y a un chiffrage, mais si jamais il y a une alerte parce que vous auriez un comportement criminel en ligne, alors à ce moment-là, l'État pourrait déchiffrer vos contenus et savoir exactement et très rapidement qui vous êtes avec cette identité numérique. Ça, c'est premier problème, l'idée de faire disparaître l'anonymat. Emmanuel Macron trouve que c'est pas normal qu'il y ait l'anonymat dans une démocratie. Je rappelais ce matin dans la revue de presse du Monde Moderne que c'est un droit reconnu par l'ONU et par la Cour de justice européenne. Et là, on a, avec Emmanuel Macron, quelqu'un qui foule l'état de droit de manière perpétuelle avec l'état d'urgence permanent, avec des lois d'exception, parce qu'il ne supporte pas les libertés, il ne supporte pas surtout les libertés qu'on peut trouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. On a vu la réponse extrêmement rapide de censure lors des émeutes de juin,
immédiatement, les responsables des réseaux en France et les fournisseurs d'accès ont obéi au gouvernement pour censurer les vidéos sous prétexte de violence qui montraient simplement les émeutes, pour cacher la réalité et l'ampleur du phénomène. Donc on vit là dans une démocratie plus que dégradée qui pose la question du régime. Sous quel régime vivons-nous? Et au-delà des lois françaises, parce que la France est un des pays pilotes, hein, attention, on va très loin. France Identité Numérique, c'est un modèle pour la suite en Europe. On sait très bien qu'il y a également le Green Pass européen, qui n'est pas qu'un pass sanitaire, mais qui serait une sorte de passeport européen. Au niveau européen, ça va encore plus loin sur ces lois de contrôle numérique, avec un projet qui s'appelle XAR, CSAR, qui est un projet en fait de lutte contre la pédocriminalité et qui voudrait rendre caduque le chiffrement des conversations sur les applications d'échange, que ce soit Telegram, que ce soit Signal, que ce soit WhatsApp, etc. Là, l'idée est encore pire, c'est de faire en sorte que tous les contenus que vous envoyez via ces messageries cryptées ou non soient scannés par une intelligence artificielle, du big data, pour voir si une image correspond à une image criminelle de pédopornographie ou autre, et donc relever le plus rapidement possible les activités illicites en ligne. Alors, là encore, ça part toujours du principe d'aider les gens, de lutter contre la criminalité, de protéger les enfants, évidemment, de faire en sorte que la société soit la plus harmonieuse. Le problème, c'est que vous avez quelqu'un comme Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui, lors des affrontements à Sainte-Soline, a immédiatement voulu lever le cryptage pour les échanges entre ceux qu'il appelle les éco-terroristes, des militants écologistes, hein, qui n'ont rien de terroriste. Mais à partir du moment où vous avez un pouvoir comme celui d'Emmanuel Macron et de Gérald Darmanin, si des lois passent, comme celle de XAR, comme celle actuellement de lutte contre l'anonymat, ce n'est pas une protection des enfants que vous allez avoir, c'est un contrôle politique des oppositions. Et c'est un contrôle politique des conversations qui vont se passer en ligne. C'est une police cyber qui va aller bien au-delà de ces affectations sur la lutte contre la pédocriminalité et contre les trafics. Donc c'est extrêmement grave. Ça se passe évidemment dans un silence assourdissant, avec la plupart des Français qui ne sont même pas au courant de ces lois qui sont discutées actuellement au Parlement et à Bruxelles. Donc il faut alerter. J'ai fait une petite vidéo sur mes différents réseaux sociaux qui explique tout ça très bien, avec Klaus Schwab, hein, qu'on adore, le Great Reset et le World Economic Forum. Klaus Schwab qui expliquait dès 2016 que la société, ce monde nouveau qu'il appelait de ses voeux, était un monde de la transparence totale, parce que si on n'a rien à cacher, on n'a pas à avoir peur. Voilà. C'est des gens qui portent en eux un projet totalitaire. Hannah Arendt expliquait que la société totalitaire, c'est la société où votre espace personnel n'existe plus, où vous n'avez plus d'intimité, quasiment plus. C'est exactement ce que veulent ces young leaders, ces consultants du World Economic Forum, ces gens qui sont dangereux pour nos libertés et dangereux pour la société. Parce qu'une société du cybercontrôle, c'est une société invivable. C'est bien au-delà de ce qu'a pu faire le KGB, de ce qu'a pu faire la police politique en Allemagne de l'Est. On est au-delà des pires dictatures du XXe siècle. Et ça passe comme si c'était nécessaire, comme si c'était même obligatoire, et comme s'il n'y avait pas d'autre solution possible. Parce que la criminalité explose sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors, c'est faux. Et en réalité, si on voulait s'attaquer à la criminalité, notamment au trafic de drogue, on s'attaquerait aux banques. La première chose à faire serait de fermer les différentes banques qui font du blanchiment d'argent via les paradis fiscaux. C'est des mouvements d'argent qui sont très facilement identifiables. Rien n'est fait de ce côté-là. En revanche, on envoie des policiers au point de deal, hein, et on fait croire que là, on a une action forte contre les cartels. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave. La police, d'ailleurs, allemande et d'autres polices européennes sont inquiètes de cette initiative XAR de la Commission européenne, en expliquant que ce n'est pas forcément un outil dont ils ont besoin actuellement. Ils ont déjà des cadres juridiques qui leur permettent d'aller assez loin. Donc, on a vraiment là des gens dangereux qui sont à la tête de nos pays. Et je trouve que les oppositions sont molles, voire inexistantes, que les citoyens sont totalement endormis, et donc que tout est possible, et surtout le pire. Voilà. Oui, c'est assez incroyable de constater que malheureusement, on rentre
organisation, on va dire, qui est pas normale pour nos enfants, et ça, c'est dommageable. Et donc, c'est bien que tu dénonces cela, Alexis. On ne sait pas dans quel monde on va vivre. Est-ce qu'on est dans ce monde dans de la science-fiction? Non, le problème, c'est que j'en parlais encore aujourd'hui avec des groupes. La majorité des Français ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et moi-même, il y a 5 ans en arrière, j'étais comme tout le monde aujourd'hui, dans la rue ou à mon boulot. Je ne pouvais pas imaginer que ces choses arrivent. Elles sont en train d'arriver. Alors la solution, Eric, toi qui es chef d'entreprise, comment va-t-on pouvoir informer les gens petit à petit pour leur faire comprendre qu'on vit un grand risque aujourd'hui? Alors moi, j'ai en fait deux questions liminaires à ça. La première, c'est qu'aujourd'hui, en Russie, il y a une grosse partie de ces mesures qui sont en place. Et en fait, tout le monde triche. Y compris les gens au sommet de l'État russe. Tout le monde triche, tout le monde a un VPN, tout le monde a fermé sur son téléphone la caméra. Enfin, la société a réagi. Et donc, il y a des gens qui disent que certes, il y a un projet totalitaire d'Emmanuel Macron, mais qu'il est tellement affaibli il va avoir beaucoup de mal à l'imposer. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Ça, c'est un petit peu ma première question. Et j'ai une deuxième, ça c'est un côté un peu positif quelque part. Et côté négatif, j'ai une deuxième question. On vient de nous annoncer aujourd'hui un immense plan pour tenir nos engagements en 2030, pour lesquels par ailleurs on n'a jamais voté. Je sens que ça va être terrible. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense qu'effectivement, les projets totalitaires sont globalement voués à l'échec à moyen et long terme, pas forcément à court terme. En Russie, par exemple, il y avait une habitude, hein, les populations étaient habituées à ce genre de censure, donc c'est facile de contourner, enfin facile, disons que c'est un réflexe. En France, c'est récent. C'est assez récent que les citoyens français se rendent compte que l'État leur veut pas forcément du bien, et que l'État est coercitif et de plus en plus coercitif, et donc il y a pas ces réflexes. Très peu de gens utilisent des VPN en France. Très peu de gens sont conscients de ces lois de privation des libertés qui s'accumulent, hein, depuis la crise Covid. Le pass sanitaire était un exemple parmi tant d'autres, avec en plus des structures qui sont censées cadrer, hein, ces bouffées totalitaires comme le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, qui ne servent à rien aujourd'hui, ou à très peu de choses en réalité, puisque les censures sont minimes. Je pense qu'aujourd'hui, si la loi Avia ressortait, elle passerait, ce qui n'était pas le cas lors de la première mandature de Macron. Donc, il n'y a pas ces réflexes-là, donc Macron peut aller assez loin, assez vite, hein. C'est la blitzkrieg, c'est ce qu'il fait de manière perpétuelle, sidération, et hop, je déroule. Et derrière, c'est un peu trop tard, il faudra des années avant de remettre le paquet, avec en plus la force brute, hein, de la répression policière, si jamais c'est nécessaire. Donc, c'est inquiétant parce que les Français ne sont pas armés. Ils ne sont pas prêts, clairement. Ils n'ont pas vécu sous un régime de ce type. Alors, il y a eu bien sûr l'occupation, il y a eu quelques moments, mais récemment, je veux dire, on n'a pas cette habitude-là du régime de coercition et de contrôle. Et ça, c'est nouveau. Et c'est grave. Et personne n'en prend l'ampleur. Attention, hein, parce que derrière, on nous vend le progrès, on nous vend la social-démocratie, on nous vend la démocratie même, alors qu'en réalité, la loi du peuple n'existe pas, ou elle est globalement un épiphénomène. Donc, je suis inquiet réellement, et je pense qu'Emmanuel Macron peut aller vite et fort comme il l'a déjà fait par le passé. Alors pas forcément loin, mais vite et fort. Ensuite, la deuxième question, je ne me rappelle plus, excuse-moi, j'ai pas noté. La loi pour respecter notre agenda 2030 pour laquelle on n'a pas voté. Oui, alors l'agenda 2030, qui n'existe pas en réalité, hein, une sorte de c'est un PowerPoint McKinsey, hein, qui permet en réalité de flécher les investissements et d'assurer que l'argent reste en vase clos. Hein, typiquement, j'en parlais aussi, c'était ce matin dans la revue de presse, aujourd'hui la finance s'intéresse à l'agriculture, à l'agrotech, hein, et à la nourriture. Pourquoi? Alors pour nous vendre des insectes, pour nous vendre de la viande tumorale, hein, de la viande qui est faite en laboratoire mais qui ne vient pas d'animal, pour nous vendre de la viande végétale qui n'a pas le droit d'avoir appellation viande, et pour faire de la culture sous serre, en dehors de tout cadre connecté à la nature. Tout ça s'appelle l'agriculture durable, la transition agricole, l'agrotech, ça a des noms formidables. C'est plus de 3 milliards qui vont être investis dans les années qui viennent. Par exemple, le PDG d'Insect, avec un Y, hein, Insect,
cette entreprise qui fait des scarabées pour la nourriture humaine et animale, est un ancien young leader de la French American Foundation. Donc c'est un vase clos qui permet à ces gens qui se cooptent de garder l'argent et de faire en sorte qu'il y ait des poches comme ça de fausse croissance créées par ces plans sur la comète France 2030, 2050, etc., où on veut nous imposer la voiture électrique, où on veut nous imposer l'éolien, où on veut nous imposer de bouffer de la merde, etc., excusez-moi du terme. Il y aura évidemment les moyens de grandir ces marchés, puisque derrière, c'est des plans marketing assez importants. Mais si vous regardez déjà les champions américains de la vegan food, de la viande végétale, ils se cassent tous la gueule en bourse déjà, les gens n'achètent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. En réalité, le kilo de viande végétale coûte 10 fois plus cher que le kilo de viande animale normale. Donc, il n'y a aucun intérêt pour le consommateur à acheter ce genre de truc, sauf si vous êtes un bobo brainwashé et que vous pensez que vous allez faire du bien à la planète en bouffant un truc qui est fait dans une usine et qui manque de tout pour votre corps. Je ne dis pas qu'il faut manger de la viande tous les jours, loin de là, il faut une alimentation saine, mais ce que nous propose l'agrotech n'est pas forcément très sain. Voilà. Et on sait les dérives d'ailleurs de l'industrie agroalimentaire. Là, c'est juste un niveau encore supérieur de dérive. Donc, clairement, ces plans-là ne peuvent pas fonctionner parce qu'au final, il y a l'inflation, il y a la réalité, il y a aussi des consommateurs qui ne se feront pas avoir par des plans marketing aussi puissants soient-ils. Alors, on peut dire, il y a Coca-Cola. Oui, Coca-Cola a réussi à vendre du sucre dans des bouteilles avec de l'eau croupie quasiment, et ça depuis des dizaines d'années, et ça fonctionne très bien, ça rend les gens obèses, ça les rend malades, mais ils continuent d'acheter. Donc c'est possible, après tout est possible. Mais là, je pense qu'il y a un niveau de méfiance par l'explosion des cancers, par les différents scandales alimentaires, les pizzas butoniques ont tué des enfants, on se rappelle aussi de la viande de cheval dans les lasagnes surgelées, etc. Donc il y a un recul par rapport à ça, même si l'inflation fait qu'on est parfois obligé d'acheter des produits bon marché qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc je ne crois pas au plan 2030, là je parle de l'industrie agroalimentaire, mais si on prend l'énergie, prenons l'énergie, on veut du tout électrique. Parfait, c'est génial. Alors, comment on produit l'électricité? Parce que les gens nous vendent, enfin les leaders, les élites avec un Z, nous vendent le tout électrique, la voiture électrique, la maison électrique, le bureau électrique, tout est électrique, c'est formidable. Comment on produit l'électricité? Bon, aujourd'hui, on le produit avec des centrales à charbon, avec des centrales à gaz, il me semble, et avec des centrales nucléaires, et avec de l'hydroélectrique, quelques éoliennes, etc. Le nucléaire étant aujourd'hui la plus grosse capacité de production, mais la France fait figure d'anomalie, puisque nos voisins européens n'ont pas autant de réacteurs que nous. Nous, on s'est vraiment armé en nucléaire pour s'armer militairement avec la bombe. Mais pour les autres, ce n'est pas le cas, ou très peu, et les autres sont à la traîne, et c'est le charbon. Donc on peut continuer comme ça. Si la demande explose, il faudra produire plus, et comment on va faire? Alors, on nous vend l'hydrogène. Pour produire de l'hydrogène, c'est pareil, il faut beaucoup d'électricité. Donc la question de comment on produit l'énergie, quelle qu'elle soit, n'est jamais posée dans ces plans géniaux. Sur la voiture électrique, systématiquement, on vous vend le tout électrique. Les Français ne seront pas capables de changer une voiture thermique pour une voiture électrique compte tenu des coûts qui sont là et de la praticité du véhicule. Typiquement, les juilletistes et les aoûtistes, si jamais ils se croisent sur les autoroutes avec des voitures électriques et qu'il faut faire le plein, ça ne peut pas marcher. Les infrastructures ne sont pas là, elles ne seront pas là avant je ne sais pas combien d'années, donc c'est louable, c'est fantastique, mais il va falloir faire des bons technologiques qui aujourd'hui ne sont pas là. Mais on continue, c'est comme un discours creux, c'est-à-dire qu'on a affaire à des consultants, tous sont formatés par ces cabinets de conseil, ils racontent n'importe quoi doctement, ils ont les slides qui leur expliquent que tel chiffre, telle projection, tout est projection, on l'a vu depuis le Covid, les courbes étaient des courbes de projection pour la plupart, rien n'est réel. Donc on est là, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité que les élites sont à ce point déconnectées du réel. Je pense que c'est même le symptôme de toute fin de civilisation. C'est ce moment où les leaders ne comprennent plus rien et qu'ils ont créé une réalité parallèle à laquelle eux croient, mais à laquelle les peuples, les populations n'adhèrent pas du tout parce qu'elles voient bien que entre ce qui est raconté à la télé
il n'y avait pas la télé avant, mais entre ce qui se passe dans les palais où les orgies ont lieu et ce qu'est la vie dans les fermes à droite et à gauche de Rome, c'est pas du tout la même chose. Donc là, on est dans un moment orgiaque, hein, la fin, le bas empire romain, où effectivement les élites sont totalement déconnectées et croient à leur récit. Un récit totalement fictif et fictionnel de projection sur des années-lumière. 2050, c'est très loin. 2030, un peu moins, mais 2050, c'est très loin. C'est inquiétant parce que nous n'avons pas de prise par rapport à ça. Ce qui est inquiétant, c'est ce que ça dit de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que depuis, je pense, et avant l'Empire romain peut-être, et jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près la même chose dans la tête, hein. C'est les mêmes émotions, c'est les mêmes peurs, et c'est la même réflexion, à quelques encablures près, avec un peu plus d'ingénierie parce que le progrès technique a permis davantage d'outils. Mais pour ce qui est de la réflexion sur le rapport au monde, pour ce qui est la façon dont sont gouvernés les peuples et dont ils acceptent de se faire gouverner, ça n'a pas bougé depuis la Boétie, ça a très peu bougé depuis les Césars. Donc c'est assez tragique de voir qu'on est sur un plateau d'évolution, hein, de cette taille-là, finalement, plateau qui peut nous emmener au déclin, hein, parce que chaque civilisation trouve sa fin. Et là, la question de la fin de la civilisation, effectivement, se pose quand on voit tous les débats parallèles sur, bien sûr, les questions d'identité, de genre, le transhumanisme, etc. C'est même la question de la fin de l'espèce, hein, si on veut pousser le curseur encore plus loin. Mais je pense qu'on en est encore un peu loin. Alexis, je voudrais te poser une question. On arrive en fin il nous reste quelques minutes, il nous reste 5 minutes. Je voudrais juste te poser 2 petites questions, avoir ton avis là-dessus. Que penses-tu de ce que prévoient les Américains d'implanter dans les bananes et les pommes de terre des vaccins, ou à l'origine, au départ des plantes? Et que penses-tu de cette intelligence artificielle où on va reprocher bientôt aux humains d'être moins intelligents que la machine et pour ne pas se faire doubler par les machines, de s'implanter dans notre cerveau un implant numérique? Je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses de ces 2 solutions qu'on nous projette également. Alors, sur la biotech, enfin la biotechnologie, le fait de modifier les plantes, c'est pas nouveau, hein. On a les OGM depuis quelques années. On se rappelle des faucheurs volontaires, hein, qui fauchaient justement les cultures OGM parce qu'ils voyaient bien où cela allait nous mener, la paupérisation de la biodiversité, le risque d'une catastrophe majeure, hein, si jamais un insecte ou une maladie s'attaque à une variété de blé qui aurait pris le dessus parce qu'OGM et donc aurait tué toutes les variétés naturelles. Tout ça n'est pas nouveau, cette alerte-là n'est pas nouvelle. Vouloir aller toujours plus loin dans l'ignominie en jouant au Prométhée, ça me paraît être le modèle capitaliste, hein, qui pousse à ça d'une certaine façon, ou le modèle humain, hein, se dépasser. On peut le faire, donc faisons-le, hein. Le virus augmenté, faisons-le. En ce moment, dans je ne sais pas combien de laboratoires P4 dans le monde, vous avez plusieurs virus mortels qui sont étudiés pour préparer des vaccins au cas où, hein. Ça vous rappelle quelque chose? C'est normal. Donc, tout est évidemment possible sur ces manipulations génétiques, parce qu'il est question de ça en réalité, sans réfléchir à l'impact. C'est comme pour lutter contre la prolifération de moustiques, hein, faire en sorte que la modification génétique les rende stériles et les lâcher dans une population naturelle en ne sachant pas jusqu'où ça peut aller, avec les répercussions, là encore, de perte de biodiversité. Mais avant même les manipulations génétiques, l'agro-industrie avait vendu pesticides et insecticides par tonnes qui ont conduit à une extinction d'espèces inédite. On a tué les insectes, hein, pour manger du blé contaminé par des pesticides. On va pas rappeler le chlordécone, hein, sur les bananes, etc. Mais pour le blé, c'est pareil. Pour toutes les cultures intensives telles qu'elles ont été faites dans les années 60, elles ont amené à une catastrophe, l'extinction, une grande extinction du vivant, notamment des insectes. On continue. Donc là, on va faire des vaccins dans les plantes, pourquoi pas, des vaccins en aérosol, des vaccins. Clairement, le vaccin devient la panacée, hein. C'est vraiment, tout va être vaccin. Vous avez un rhume, il y aura un vaccin contre le rhume. Vous aurez, je sais pas moi, un truc. Enfin, ça me paraît encore une idée folle. Quant à l'implant
de l'homme augmenté, le cyberpunk, c'est pas nouveau non plus, hein, on en parle depuis quelques années. Là, la technologie va le permettre, hein. Neuralink d'Elon Musk, c'est la promesse d'une puce qui va faire remarcher les paraplégiques. C'est la promesse toujours, hein, de l'homme augmenté qui va se réparer et qui va aussi dépasser ses capacités. Alors, c'est évidemment encore une projection prométhéenne qui est vouée à l'échec. Il y a pas de finalement, on est contraint. On est contraint par les lois de la physique universelle, on est contraint par la biologie, n'en déplaise à certains. Et cette biologie, on peut la pousser dans ses retranchements. On va pouvoir évidemment peut-être greffer des membres tech, mettre une puce pour calculer plus vite, voir des choses, mais ça aura des répercussions. Ce qui va se passer, plutôt que d'avoir l'homme augmenté, c'est d'avoir l'homme diminué par le quantique. Le moment où la machine va devenir un supercalculateur qui va à la vitesse de la lumière. Là, la communication même homme-machine sera rendue impossible par la vitesse. Vous aurez des machines qui vont nous regarder comme nous on regarde des fourmis en réalité, qui vont se demander comment communiquer avec nous. C'est ça en fait qui nous menace. Alors on peut faire des plans sur la comète, sur l'homme de 150 ans, sur l'homme réparé, sur ce que vous voulez. La vraie menace, c'est le moment où la machine comprend qu'elle n'a plus rien à faire avec nous et que la communication est rendue impossible par le niveau d'intelligence, voilà, qui n'est plus là. Merci Alexis, merci d'avoir été présent dans notre émission. On a tellement de sujets à discuter avec toi qu'on essaiera bien sûr, on espère que tu pourras revenir sur notre chaîne parce qu'on a vraiment des questions à nous poser. Je te laisse le mot de la fin avant de passer la pub, Eric. Ouais, je voulais juste dire ce que je dis souvent dans ces cas-là. Effectivement, l'ordinateur quantique, c'est le seul risque contre lequel moi je n'ai pas de réponse topologique, c'est-à-dire l'arbitraire, l'expansion illimitée, etc. Tout ça, j'ai les solutions. L'ordinateur quantique, c'est un véritable risque. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il est très probable que la totalité des consultants McKinsey, des cabinets d'avocats, des hommes politiques seront remplacés par les machines quantiques avant le plombier qui change mon évier. Donc, c'est on clair. sera, C'est clair. au moins, on va pas être les premiers à disparaître. C'est déjà pas mal. C'est clair. Merci Alexis. À une très prochaine fois. Merci. À bientôt, merci. Bonne À soirée. bientôt.